Regardez bien cet homme. Il est petit, maigre, chétif, mais ne vous fiez pas à son apparence. Observez plutôt son regard de glace. Il s'appelle Salvatore Lucania. À 34 ans, il est le plus puissant parrain de toute l'histoire de la mafia américaine, autrement dit, l'homme le plus dangereux au monde. Il est connu sous le nom de Lucky Luciano. Comment devient-on le parrain des parrains de Cosa Nostra? Suivons le parcours de Luciano. Il est né en 1897 au sein d'une famille très pauvre de Sicile. Pour fuir la misère, les Lucania émigrent en 1906 aux États-Unis, s'installant dans le Lower East Side de New York. Le jeune Salvatore découvre vite qu'il a fui la misère en Sicile pour la retrouver en Amérique. Dans ce quartier malfamé, il est livré à lui-même et tombe vite dans la délinquance. Il décide de créer son propre gang avec 3 amis. Frank Costello, un immigré italien comme lui, et 2 truands juifs, Meyer Lansky et Bugsy Siegel. Les 4 hommes se complètent parfaitement. Patient, tenace, rusé, Luciano est le leader naturel. Lansky n'a pas le charisme de son chef, mais il est tout aussi intelligent. Il sera son principal conseiller. Costello, surnommé le Premier ministre, est prudent, calculateur et visionnaire. Siegel, quant à lui, est un tueur redoutable et sans peur. La petite bande se livre aux raquettes, à l'exploitation des jeux et à la prostitution, puis à divers trafics qui lui permettent de se créer une solide réputation dans le milieu. C'est à cette époque que Salvatore Lucania change son nom et se fait désormais appeler Charlie Luciano. Le 17 janvier 1920, le 18e amendement à la Constitution américaine est ratifié. Il interdit la production, la vente et la consommation de toute boisson alcoolisée. C'est la prohibition. Pour la mafia américaine, encore embryonnaire, c'est une aubaine. Tous les vieux boss de New York se lancent dans le très juteux trafic d'alcool. Luciano n'est pas en reste. Il monte son propre trafic et dirige sa contrebande comme une entreprise. Il arrose les policiers du quartier, les hommes des douanes et les dockers du port de New York. Dès 1925, il réalise un chiffre d'affaires de plus de 12 millions de dollars par an. Il commence à créer des liens avec des mafieux d'autres villes, notamment Al Capone à Chicago. Cette réussite attire l'attention des grands boss de la mafia. Parmi eux, Salvatore Maranzano, qui lui propose d'intégrer sa famille. Mais devant le refus de ce dernier d'intégrer ses amis juifs, Luciano se dérobe. Puis c'est au tour du plus puissant parrain de New York, Joe Massalia, alias le boss, de lui proposer d'intégrer sa famille. Luciano n'aime pas cet homme vulgaire, qu'il surnomme le porc, et surtout, il n'a pas envie d'avoir un patron. Mais il comprend également que les vieux boss de New York ne vont pas tarder à se faire la guerre, tant les profits du trafic d'alcool sont énormes. Il sent qu'il peut tirer son épingle du jeu, à condition d'être patient, rusé et manipulateur, des qualités dont il ne manque pas. Il accepte donc d'intégrer la famille de Massalia, du moins temporairement. Très doué pour les affaires, il fait grimper en flèche les profits de Joe the Boss. L'autre grand parrain de New York, Salvatore Maranzano, s'inquiète de cette montée en puissance. En 1929, il tend un piège à Luciano en l'attirant à Staten Island. Il est tabassé pendant des heures pour l'obliger à rompre avec Masseria, et devant son refus, il est laissé pour mort. Mais il survit miraculeusement, n'ayant pour séquelles qu'une large cicatrice faciale et une paupière endommagée, toujours à moitié fermée.
Désormais, on le surnomme Lucky, le chanceux. Lucky Luciano ne veut pas seulement se venger. Il est déterminé à renverser l'ordre établi de Cosa Nostra. Sa règle numéro 1, toujours un coup d'avance. L'occasion surgit en 1930. La rivalité entre Masseria et Maranzano s'envenime jusqu'à déclencher une guerre sanglante. Les règlements de compte se multiplient en plein cœur de New York. Lucky Luciano met au point un plan redoutable qui va l'amener jusqu'au sommet. Il prend d'abord contact avec Maranzano. Il lui dit qu'il a oublié l'épisode du passage à tabac de Staten Island, puis il se déclare prêt à éliminer Masseria à condition de devenir son numéro 2. Maranzano accepte. Le 15 avril 1931, Lucky déjeune en tête-à-tête avec Masseria dans un restaurant de Coney Island. Il lance quelques regards discrets vers la pendule, et un peu avant 14h, il se lève pour aller aux toilettes. Moins de 30 secondes plus tard, 4 hommes se précipitent dans le restaurant et ouvrent le feu. C'en est fini de Joe the Boss. Luciano revient tranquillement dans la salle, puis demande qu'on appelle la police. Après avoir éliminé les sbires de Masseria, Lucky prend la tête de sa famille et le rebaptise Luciano. Maranzano se proclame Capo di tutti capi, parrain des parrains. Lucky devient son bras droit. Les gangs italo-américains de New York sont réorganisés en 5 familles. Maranzano, Luciano, Profaci, Gagliano et Mangano. Charlie Luciano passe alors à la seconde phase de son plan. Il sait que les chefs de famille, jaloux de leur indépendance, n'apprécient guère de devoir allégeance à Maranzano. Il rencontre donc en tête-à-tête Profaci, Mangano et Gagliano et leur fait une proposition étonnante. Surpris et rassurés, ils acceptent. Maranzano a toujours eu à cœur de présenter une façade d'honorabilité. Il accepte volontiers la visite du fisc américain pour leur présenter fièrement ses comptes soigneusement trafiqués. Le 10 septembre 1931, il reçoit la visite de 4 agents gouvernementaux. Alors qu'il se lève pour les accueillir, ceux-ci se jettent sur lui. Ce sont des tueurs de Luciano. Ils le poignardent à une dizaine de reprises. Au bout de quelques minutes, Maranzano baigne dans son sang. Son règne n'a duré que quelques mois. Fin 1931, une grande réunion a lieu dans un hôtel de Park Avenue. Les boss des 5 familles new-yorkaises sont présents, ainsi que celui de la famille de Chicago, Al Capone, et ceux des familles de Floride et de la Nouvelle-Orléans. Charlie Luciano leur présente son projet. Il n'y aura plus de parrain des parrains. Les familles sont autonomes et gèrent leurs affaires à leur guise. Une commission est créée qui sera chargée de régler les contentieux entre les clans. C'est la naissance du syndicat du crime. On crée également la Murder Incorporated, chargée des assassinats et qui n'agit que sur ordre de la commission après un vote unanime des chefs de famille. Pas d'initiative personnelle ni de crime gratuit. Luciano insiste également sur un point. On ne se tue qu'entre méfaisis. Pas question de s'en prendre physiquement aux politiciens, magistrats ou policiers, afin de ne pas attirer l'attention. Il estime que la corruption et le chantage sont bien plus efficaces. Rien ne doit gêner la bonne marche des affaires. À 34 ans, Luciano règne sur le milieu. Il n'est pas qu'un chef de famille comme les autres. Il est le leader moral de Cosa Nostra. Sa patience, sa ruse, son calme ont été récompensés. D'autant qu'il fait entrer la mafia américaine dans une ère de prospérité et de puissance inégalée. Devinant que la prohibition va bientôt être abrogée, il propose de réinvestir les bénéfices dans d'autres secteurs. Contrôle des syndicats, razzia sur les casinos,
investissement immobilier, main basse sur les paris sportifs. Lucky Luciano a atteint un pouvoir que ne connaîtra jamais plus n'importe quel chef mafieux. Aux États-Unis, la plupart des magistrats, notamment juges et procureurs, sont élus par la population. Ils doivent ainsi rendre des comptes à leurs électeurs. En 1936, le procureur de New York, Thomas Dewey, qui a promis lors de sa campagne de lutter contre le crime organisé, décide de s'attaquer à Lucky Luciano. Comme il est difficile de trouver des preuves de tous ces méfaits, il décide d'utiliser une méthode inspirée de la chute d'Al Capone. Celui-ci a été condamné pour un délit mineur, la fraude fiscale, mais en prononçant la plus lourde peine possible. Pour Luciano, ce sera l'accusation de proxénétisme. L'argent qui provient du secteur est dérisoire comparé à ses immenses profits, mais Dewey tient son dossier. Grâce aux témoignages de prostituées et de souteneurs, le procureur parvient habilement à convaincre le jury, malgré les efforts des avocats de Luciano, pour détruire ses témoins à la barre. Il est finalement condamné à 30 ans d'emprisonnement. Imperturbable, il ne dit pas un mot. Son attitude glaciale impressionne l'assistance. Il est incarcéré à la prison de Denmore, où il bénéficie d'un traitement de faveur grâce à ses accointances politiques. Son règne sur la mafia américaine s'achève, mais il prépare déjà sa revanche. Patient, tenace, il attend qu'une occasion se présente pour revenir sur le devant de la scène. Les États-Unis entrent en guerre le 7 décembre 1941 suite à l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Rapidement, des espions allemands pullulent sur la côte Est. Luciano envoie alors un signal au gouvernement. En février 1942, le paquebot français Normandie est victime d'un incendie dans le port de New York. C'est Luciano qui est derrière cet acte, afin de montrer aux autorités qu'il faut compter avec la mafia pour sécuriser le port. Message reçu. On laisse en paix les mobsters de New York. Et il va plus loin. En 1943, apprenant que les Alliés vont débarquer en Sicile, il met en contact des services secrets avec les chefs mafieux siciliens afin que ces derniers appuient le débarquement. L'opération est une réussite. En échange, Luciano sera libéré de prison. Ironie de l'histoire, c'est Thomas Dewey, devenu entre-temps gouverneur de l'État de New York, qui annonce sa libération, à condition qu'il quitte les États-Unis pour l'Italie. Le 8 février 1946, Lucky Luciano embarque à bord du paquebot l'Orakin. Il quitte définitivement New York, qui fait sa réussite et sa ruine. Toujours aussi visionnaire, Lucky Luciano a de grands projets. Il organise une grande conférence à La Havane. La mafia investit massivement dans les casinos à Cuba, grâce à la complicité du président Batista, faisant de l'île un gigantesque tripot et rapportant au syndicat du crime des sommes gigantesques. Même chose à Las Vegas, créé de toutes mains par la mafia au milieu du désert. Mais surtout, il se lance dans le très prometteur trafic de stupéfiants. En 1957, à Palerme, il organise une rencontre entre les parrains de New York, les mafieux siciliens et les représentants de la pègre marseillaise. Il propose que l'opium cultivé en Turquie soit transformé en héroïne par le milieu marseillais, puis transféré aux États-Unis. C'est le début de la French Connection. En quelques années, la consommation explose en Amérique, faisant des milliers de victimes. Luciano n'est plus le grand chef de la mafia américaine, il est devenu l'empereur du crime. Son autorité est reconnue dans le monde entier. Dans sa villa de Naples, Luciano ne ressemble pas à un mafieux, reconnaissant lui-même qu'il a l'air d'un dentiste à la retraite. Il vit avec Idja Elisoni, une Milanaise de 20 ans sa cadette, assiste aux courses de chevaux et dîne paisiblement dans le restaurant du port. Les autorités italiennes et américaines rêvent de le faire tomber,
Mais Lucky Luciano est bien trop prudent pour se faire coincer. Le Narcotic Bureau estime qu'il a fait passer aux États-Unis pour 150 millions de dollars en héroïne. Il prend également soin de l'empire qu'il a bâti. En 1957, Vito Genovese, un de ses anciens comparses, tente de réintroduire le concept de parrain des parrains et de briser l'équilibre entre les familles lors d'une conférence à Appalachian. Grave erreur. Comme par hasard, des policiers font une perquisition, mettant fin à la conférence. Peu de temps après, Luciano organise en sous-main une transaction d'héroïne devant parvenir à Genovese. C'est un piège, la police est prévenue, et Genovese se retrouve derrière les barreaux. En 1962, Harry Anslinger, le patron du Narcotic Bureau, pense avoir trouvé un moyen de le faire tomber grâce à l'arrestation et au témoignage de 3 gangsters mouillés dans le trafic d'héroïne. Mais Lucky Luciano échappe une fois de plus à ses poursuivants. Le 26 janvier, à l'aéroport de Naples, il s'effondre, terrassé par une crise cardiaque. Il avait 64 ans. En 1975, sort en librairie l'autobiographie de Lucky Luciano. Écrite au début des années 60, il avait demandé aux éditeurs qu'elle ne soit publiée qu'au moins 10 ans après sa mort. Jusqu'au bout, l'empereur du crime aura toujours eu un coup d'avance.